Alors, je vais commencer. Merci pour la parole et bonjour à tous. Donc, je vais vous parler avec Pascal Cavalin et Adrien Guettet du groupe de travail sur la wilderness et la nature férale et des travaux de cartographie qui ont été réalisés au comité français de l'IUCN. Mais avant de commencer, en fait, j'aimerais bien revenir sur deux dates importantes de la conservation à mes yeux. La première, c'est 1861 avec la création des séries artistiques de Fontainebleau, qui est la première aire protégée française et mondiale, et qui vise à préserver en fait les éléments naturels pour leur valeur artistique et paysagère. Et ça traduit une vision française de la nature, où la nature est pensée notamment à travers ses interactions avec les activités humaines. À l'opposé, en 1872, on a la création du parc national du Yellowstone aux États-Unis, qui vise à préserver la wilderness, une nature finalement préservée de toute activité humaine. Et aujourd'hui, on parle d'un groupe de travail wilderness en France, donc comment on est arrivé à importer ce concept au pays du paysage. Donc, en fait, premier point important, c'est quand le 3 février 2009, le Parlement européen a pris une résolution sur la wilderness, qui est traduite à l'époque par Nature Vierge. Mais cette résolution a peu d'écho en France, à part dans le microcosme de la conservation. Et le débat en fait, va s'ouvrir un peu plus largement en 2010 avec l'article « Le retour du débat sur la wilderness » qui est paru dans le premier numéro de la revue forestière française, mais aussi avec les travaux de WWF sur la naturalité qui ont lieu en parallèle en 2009 et en 2013. Et une fois que ce débat en fait, a infusé dans la société française, l'Union internationale pour la conservation de la nature et son comité français s'est emparé du sujet en créant un premier groupe de travail sous la présidence de Christian Barthaud, qui a été assisté par Thierry Lefebvre de 2012 à 2020. Donc l'objectif de ce groupe de travail, en fait, c'était d'ouvrir le débat à la fois sur la wilderness, cet héritage du passé, mais aussi sur la nature férale, en regardant vers l'avenir, cette nature qui reprend ses droits en dehors de tout projet de gestion. Et très vite, en fait, pour pouvoir mettre en synergie ces deux concepts, il y a le concept de trajectoire qui a émergé, où on s'intéresse finalement plus à l'évolution des écosystèmes, l'état vers lesquels on souhaite aller et les fonctionnalités qu'on souhaite préserver, notamment dans un contexte de changement climatique. Ça aussi évite de mettre en place une échelle de valeur entre wilderness et nature férale. Et enfin, les autres objectifs de ce groupe de travail aussi, c'était de dépasser l'horizon culturel des sachants, puisqu'il y avait déjà des experts qui avaient énormément travaillé sur ce concept et qui avaient monté des programmes sur la wilderness, mais c'était aussi d'inviter à la table des praticiens, des gestionnaires, qui avaient des projets de conservation qui étaient en lien avec la wilderness et la nature férale, mais qui ne l'explicitaient pas forcément. Et enfin, le dernier point, c'était aussi d'éviter d'être en opposition avec toutes les initiatives qui avaient déjà été mises en place, toutes les politiques Natura 2000 et Train vert et bleu, mais finalement de réfléchir à des systèmes de gestion complémentaires. En fait, très vite aussi a émergé le terme de libre évolution, qui est finalement une option qui a été identifiée comme légitime, une option légitime, mais qui soulève quand même quelques questions, notamment au niveau des surfaces. Quelles sont les surfaces qu'on peut mettre en libre évolution? Et ça a amené finalement à la production d'une carte des degrés de naturalité, dont Adrien va vous parler, carte NAT, mais ça pose aussi la libre évolution des questions au niveau éthique, social, juridique, économique. Et ces questions, en fait, ont poussé le groupe de travail à mener des réflexions sur les usages et les représentations du sauvage sous le leadership de Raphaël Larère. Donc, je vais laisser la parole à Pascal Cavalin. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai repris la présidence de ce groupe de travail en janvier dernier. C'est un groupe de travail, comme Erwan vous l'a expliqué, qui a fait l'état des lieux autour des philosophies, autour des initiatives qui ont été prises par tout un tas de personnes et de réseaux en France et à l'international. Et aujourd'hui, l'idée du mandat qui nous est confié autour du groupe, c'est que globalement, nous allons essayer de passer de cet état des lieux vers des actions concrètes. L'idée, c'est de se baser sur tous les réseaux et les initiatives qui peuvent se mettre en place. On pense au réseau PREL de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, l'opération Sylvae en Rhône-Alpes, le Conservatoire du littoral prend également sa part.
Et l'idée, c'est de mobiliser de plus en plus de monde, de porter à connaissance pour permettre à la fois une existence juridique au-delà de ce qui existe déjà de la libre évolution et de pouvoir mobiliser des financements pour une mise en œuvre de tout un réseau de sites à l'échelle nationale. Le groupe de travail dans le nouveau mandat qui nous est confié, on a identifié 5 grandes missions que sont les réseaux, la législation et la réglementation, les différentes politiques des réseaux, la communication et puis l'organisation elle-même du groupe de travail dans une transversalité avec les autres groupes de travail de l'ICN. En ce qui concerne les réseaux, il y a un nouvel acteur en matière de libre évolution qui vient de se mettre en place à l'échelle nationale, qui est la coordination libre évolution, qui regroupe une partie des experts de notre groupe de travail, mais également d'autres acteurs. Et l'idée, c'est que le groupe de travail de l'ICN puisse se mettre en réseau et en fonctionnement commun avec à la fois ce nouvel acteur, mais également les autres groupes de travail. On pense au groupe de travail forêt, mais également mer et littoral. Sur les perspectives de travail commun, on a décidé également très récemment de mettre en place un sous-groupe de travail sur la mer et la naturalité, puisque très souvent, tous les travaux de naturalité ou de libre évolution qui ont été conduits le sont sur une phase plutôt terrestre, et la mer est un champ assez nouveau, assez inconnu, et donc l'idée c'est de travailler dessus. On va développer un certain nombre d'actions en faveur de la libre évolution avec différents acteurs, et notamment, on verra comment ce travail-là peut donner et initier un observatoire national de la libre évolution dans lequel on pourra recenser toutes les initiatives qui sont créées sur le sujet. Un autre gros dossier, c'est le travail sur la législation et la réglementation. Comme vous le savez, à part les réserves biologiques intégrales, les réserves biologiques, enfin les RBI, globalement, la libre évolution est quelque chose qui n'est pas inscrit dans le droit français. Il y a eu des tentatives toutes récentes dans le cadre du projet de loi climat résilience qui ont été menées par la clé, mais qui se sont fait retoquer lors de l'examen parlementaire. Et donc, l'idée du groupe UICN, c'est de créer un sous-groupe sur une traduction juridique de ces concepts de naturalité et de libre évolution dans le droit français, histoire qu'un certain nombre d'initiatives qui sont menées par ailleurs sur le territoire puissent obtenir des fondements qui leur permettent de gérer un peu tout ce qui est autre réglementation, comme les obligations légales des débroussailляges, les dégâts au gibier, la sécurité du public, et sur lequel on peut être mis en défaut. Enfin, sur les politiques, l'idée, c'est de travailler en commun avec toutes les initiatives qui se créent, notamment avec les initiatives sur le secteur privé qui sont conduites par les conservateurs d'espaces naturels, le PREL en Normandie, Sylvae en Auvergne, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, en matière de communication, notre idée, c'est que le précédent mandat a réuni tout un tas lors de son état des lieux, tout un tas de documentation très utile, et que cette documentation dort chez les uns, chez les autres en matière d'archivage, et on souhaiterait plutôt le porter à connaissance de tout le monde et le mettre à disposition au travers d'un portail informatique qui pourrait recenser toutes les ressources documentaires existantes sur le sujet. Et puis, en termes d'organisation, on s'est aperçu qu'en gros, depuis 2012, on était à peu près une soixantaine d'experts mobilisés sur le sujet, et qu'au gré des agendas des uns et des autres, de la liberté de participer, on a un certain nombre d'experts qui ont disparu des radars. Et donc, on souhaite remobiliser l'ensemble des personnes volontaires pour travailler sur le sujet et nous aider à mener un peu le travail de mise en opérationnalité de ce concept-là. Je laisse Adrien parler de ses travaux sur la cartographie. Ok, merci Pascal. Donc, bonjour à tous. Je prends la suite pour présenter donc, en une petite dizaine de minutes le projet CartNat. Alors, en fait, je présente ce projet au nom également de mes collègues Jonathan Carruthers-Jones et Steve Carver qui travaillent donc avec moi sur ce projet depuis plusieurs années. Alors, je dois aussi vous mettre en garde un peu tout de suite pour ne pas créer trop de déception sur le fait que la présentation ne part pas directement sur les forêts de libre évolution, mais de manière plus générale sur la naturalité et puis sur l'ensemble des habitats. Alors, j'essaierai quand même de faire des petits focus quand c'est possible sur la forêt, mais on pourra surtout y revenir si vous avez des questions à ce sujet par la suite. Donc, la première diapo. Alors, le projet CartNat vise à produire une carte nationale de la naturalité. Alors, en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans un contexte
scientifique et politique qui est maintenant relativement bien connu, puisque depuis de nombreuses années, on ne compte plus les publications internationales qui montrent le lien entre la préservation des espaces de nature qu'on peut dire intacts et puis maintien de la biodiversité, et que cet enjeu de préservation de la nature intacte ou disons plutôt faiblement anthropisée s'inscrit de plus en plus dans les politiques de conservation de la nature. Et en Europe, il faut mentionner, comme le faisait Erwan tout à l'heure, la résolution de Prague sur la wilderness de 2009, qui a en fait invité tous les États membres à identifier et puis cartographier ces espaces non impactés et puis, de manière plus générale, les espaces où les activités humaines sont minimales. Et en France, c'est donc ce groupe de travail UCN qui s'est saisi de cette question et qui a souhaité animer et puis qui a financé le projet de cartographie de la naturalité. Alors, diapo suivante. Donc, le premier défi de ce travail a été finalement de définir quoi identifier et puis quoi cartographier, puisqu'il est assez difficile de parler de wilderness en France, tant ce terme renvoie à une notion culturelle qui est assez éloignée du contexte finalement géoculturel français. Et c'est donc le terme de naturalité qui est plus neutre qui a été privilégié. Alors, dans son sens d'adjectif qui autorise finalement à qualifier une qualité de nature plus qu'un état, et qui offre aussi la possibilité d'être mesuré de manière relative à partir de gradients, ce qui nous paraissait très important pour dépasser la dichotomie simpliste et puis finalement assez contestable de la qualification des espaces, soit comme totalement naturels, soit comme totalement artificialisés ou anthropisés, alors que la plupart des espaces français, et puis on peut dire européens, sont en fait un peu entre ces deux polarités, et que ces espaces finalement d'entre-deux ont a priori des effets assez contrastés sur la biodiversité. Alors, donc oui, c'est cette diapo. Donc, pourquoi faire un tel travail? Alors, il y a d'abord ce premier enjeu qui est évidemment de la recherche fondamentale, plutôt en macroécologie, pour essayer de comprendre justement quels sont les effets de ces gradients d'anthropisation et de naturalité sur la biodiversité, sur les populations, sur les communautés, etc. Mais je ne l'aborderai pas ici. Et le deuxième enjeu qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui concerne, on est toujours sur la diapo précédente, concerne les applications d'un tel travail en matière de conservation de la nature et notamment sur des aspects qui sont liés aux aires protégées. Alors, le premier aspect, donc cette diapo toujours, relève de l'enjeu de protéger directement ces espaces d'haute naturalité pour la simple raison que, comme le soulignent pas mal d'auteurs, ces espaces de naturalité sont en fait intrinsèquement liés à la biodiversité et qui plus est, ce sont des espaces qui sont considérés comme particulièrement résilients, ce qui a un intérêt fort dans le contexte de changement climatique. Donc concrètement, le travail de cartographie peut supporter donc, différents objectifs que j'ai listés ici rapidement. Donc, identifier où sont ces espaces d'haute naturalité, identifier s'ils sont protégés et s'ils le sont-ils suffisamment protégés et s'ils ne le sont pas, devraient-ils l'être. Et donc, le deuxième aspect, la diapo suivante. Excusez-moi, il reste 2 minutes avant le temps prévu aux échanges. OK. Alors, est-ce qu'on pourra dépasser un tout petit peu de 2 ou 3 minutes? Oui, OK. Et donc, ce deuxième aspect relève de l'enjeu qui est largement reconnu de connecter ou de maintenir la connexion des aires protégées entre elles. Et dans ce cadre, la carte de naturalité peut servir à identifier donc, les corridors entre les aires protégées. Puisque, comme le dit ici, j'ai repris rapidement une citation de Paul Bayer, qui est un grand spécialiste de la connectivité écologique. Il dit qu'au-delà des modèles de connectivité qui sont souvent assez complexes, difficiles à mettre en œuvre et basés sur seulement quelques espèces, la simple identification des espaces qui sont de faible anthropisation entre les aires protégées est une option finalement qui est relativement simple et efficace pour identifier les corridors qu'il faudrait protéger entre les aires protégées. Donc, la diapo suivante. Donc, de manière plus concrète, comment cartographier la naturalité? Alors, il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées justement aux objectifs de la carte qui ont guidé le comment cartographier la naturalité et plus précisément comment cartographier ce gradient naturalité-anthropisation. En fait, il fallait que le résultat couvre déjà l'ensemble de la France métropolitaine et ce, de manière homogène, avec donc des données qui devaient être spatialement explicites et puis des données suffisamment précises en matière de résolution pour que la carte puisse être utilisée à des échelles territoriales. Et enfin, que la méthode repose sur une approche théorique suffisamment robuste pour que les résultats puissent être partagés avec le plus grand nombre. Donc, à propos de cette diapo suivante, à propos de cette approche théorique, donc ça repose sur un précédent travail qu'on a fait avec Jonathan Carruthers-Jones en 2018
en fait, qui a visé à identifier les principales composantes de la naturalité, donc à partir d'une revue de littérature. Et ce travail de synthèse nous a permis de faire ressortir 3 facettes qu'on appelait des facettes qui sont complémentaires selon nous et qui sont constitutives de la naturalité, en tout cas dans une approche qui se veut spatiale. Alors, la première facette, pour le faire rapidement, qu'on a appelée l'intégrité biophysique, qui traduit un état d'éloignement d'un paysage à ce qui serait sans transformation anthropique. La deuxième facette qu'on a appelée la spontanéité des processus, c'est-à-dire à quel point un milieu est influencé ou non par les activités humaines et les interventions humaines. Et puis la troisième facette qu'on a appelée les continuités spatio-temporelles, qui correspond à la fois à l'ancienneté du paysage et à son degré de connexion spatiale. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de présenter rapidement maintenant. Donc, en ce qui concerne l'intégrité biophysique, donc, il s'agit de mesurer la naturalité de ce qui couvre le sol. Et donc, pour cela, de mobiliser les meilleures données d'occupation du sol qui sont de sources très diverses et de les transcrire ensuite en degrés d'intégrité biophysique. Donc, ça a été fait à partir de la littérature et puis par la mobilisation d'experts nationaux par thématique. Donc, je ne vais pas détailler les méthodes ici, mais une réflexion a été menée pour mesurer la naturalité de chaque type d'occupation du sol. Donc, à titre d'exemple, dans la diapo suivante, et puis c'est ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui. Donc, l'ensemble des espaces forestiers ont été, par exemple, entre guillemets, scorés relativement d'une part à l'indigénat des formations des végétales en prenant en compte leur contexte biogéographique, leur aire biogéographique, et puis d'autre part en fonction de l'ancienneté des états boisés, en vérifiant si chaque formation végétale était déjà présente à différentes dates passées à partir des cartes anciennes. Donc, la diapo suivante. Donc, la plupart des données utilisées pour cette facette sont en fait des données thématiques par type d'occupation du sol, puisque c'est souvent de cette manière que les meilleures données sont produites. Donc, l'ONF pour les forêts, la PAC pour les données d'agriculture, etc. Et puis, donc, ces différentes données ont été assemblées pour aboutir à la carte d'intégrité biophysique qui est présentée ici à droite. Donc, la diapo suivante, j'essaie d'accélérer un petit peu. La deuxième facette concerne l'influence anthropique, qui vise à mesurer l'intégrité, vise à mesurer l'influence des activités humaines sur les milieux. Et donc, il s'agissait là aussi de mobiliser les meilleures données, de les transcrire en pression humaine et donc en indicateurs qui sont également là spatialement explicites et de développer les modèles de traitement de chacune de ces données. Et par rapport aux différentes contraintes mentionnées en introduction, par rapport à la résolution, l'emprise, etc. Et pour éviter le double comptage de certaines pressions, donc on en a retenu 4. Donc, la densité de bâti, la distance route, c'est la diapo précédente, la présence du réseau électrique et puis donc la présence de voies ferrées. Donc, diapo suivante. Donc là, pour produire la carte de synthèse, c'est par cumul de ces pressions qu'on a pu produire la carte synthétique de l'influence anthropique. Donc, la diapo suivante. Et puis, la dernière facette qui capte l'idée, cette fois, d'un degré de continuité spatiale, en considérant que plus les espaces sont grands et connectés et plus leur naturalité est grande, contrairement aux espaces petits et fragmentés. Donc, pour cette facette, on a repris une approche liée à la connectivité écologique et puis en utilisant un outil qui s'appelle Omniscape, qui a l'avantage de modéliser la connectivité de manière omnidirectionnelle et qui permet d'utiliser ces outils d'écologie du paysage à une échelle très large, donc à l'échelle de la France. Donc, diapo suivante. Voilà, donc pour l'illustrer, l'application du modèle de connectivité Omniscape. Donc, il y a des différents paramètres à définir. Et puis, donc, cette approche nous a permis de produire une carte de continuité spatiale à l'échelle de la France, qui est présentée ici à droite. Donc, la diapo suivante, avant-dernière, présente les 3 cartes des 3 facettes de naturalité qui sont ici agrégées pour aboutir à une carte de synthèse, une carte, on va dire, synthétique du gradient de naturalité anthropisation à l'échelle de la France. Et puis, une dernière diapo pour finir. Donc, je voulais juste illustrer les applications potentielles de cette carte en lien avec les aires protégées, comme je le mentionnais en introduction. Donc, à partir de cette carte finale, il va être possible d'identifier les espaces de haute naturalité en mettant, par exemple, en lumière un pourcentage du territoire qu'on voudrait identifier, comme par exemple 10% d'espace du territoire ayant le plus haut degré de naturalité. Et on pourra également croiser cette carte avec le réseau des aires protégées avec au moins 3 perspectives très rapidement. Donc, tout d'abord, la perspective de caractériser les aires protégées qui sont déjà existantes, ou chaque type d'aire protégée ou chaque catégorie d'aire protégée. On pourra évaluer selon une note moyenne de naturalité. Donc, une perspective relative aussi à l'identification des hotspots de naturalité, mais qui ne sont pas actuellement protégés.
donc qui peut servir d'outil d'aide à la décision, par exemple dans la politique de création des futures aires protégées. Et puis une troisième et dernière perspective qui correspond à l'identification, comme je le disais tout à l'heure, des corridors entre les aires protégées, puisqu'il s'agit d'un enjeu qui est finalement assez nouveau, mais quand même fondamental, donc pour réduire le risque d'isolement biogéographique des aires protégées, qui, comme nous le savons, est exacerbé dans le contexte de changement climatique. Donc, l'identification et la protection de corridors de faible anthropisation entre les aires protégées pourraient permettre d'assurer, ou en tout cas de maintenir la mobilité des espèces et plus généralement des flux écologiques. Voilà. Peut-être on peut faire un petit point sur les questions qu'il y a déjà eu dans le chat. Oui, merci pour la présentation. Alors, on avait une première question. Bon, il y a déjà eu un petit peu de réponse sur la définition de ce qu'était la nature férale. Si vous voulez faire une réponse courte là-dessus. La nature férale, en fait, c'est la nature qui retourne à l'état sauvage, entre guillemets, qui est laissée libre d'évoluer comme elle le souhaite. Et souvent, on parle, par exemple, de chats à l'état féral. Ce sont des animaux qui étaient domestiques, qui étaient, entre guillemets, gérés, qui sont repartis, qui ont repris, entre guillemets, leur liberté. Merci. Ensuite, il y avait des éléments par rapport à la notion de degré de naturalité. Alors, plus que des questions, c'est plutôt des remarques, mais quelles sont, en fait, est-ce qu'on peut comparer ça à un degré d'interventionnisme ou à un degré d'entropie? S'il y a un élément de réponse que vous souhaitez apporter sur ces questions-là, sinon… Oui, c'est proche. Alors, en fait, toutes ces notions sont extrêmement proches et c'est bien la difficulté. Et c'est également le cas dans la littérature internationale avec les termes associés en anglais comme naturalness, wildness, wilderness, etc. Et donc, oui, c'est lié à l'intervention humaine, mais disons que nous, on a essayé de faire la synthèse à partir de 3 facettes que j'ai essayé de présenter effectivement très rapidement, mais ça se rapproche des 2 premières facettes. Donc, l'intégrité biophysique est plutôt liée à l'éloignement théorique d'un état d'un état de nature qui apparaîtrait spontanément dans les conditions biogéographiques actuelles. Et puis, la deuxième facette qui est l'influence anthropique qui correspond plutôt à l'intervention. Et donc, effectivement, cette deuxième facette est plus liée à la libre évolution puisque l'extrême de ce gradient d'influence humaine mènerait à de la libre évolution à 100%. Donc là, on est plutôt sur, effectivement, l'intervention humaine. Ensuite, il y avait des questions concernant CartNat. Quel était le niveau de résolution le plus précis et s'il était possible d'avoir accès à cette carte et si c'était essentiellement relatif aux questions d'espèces terrestres ou non. Voilà pour la question sur CartNat. Oui, alors CartNat, l'objectif en matière de résolution, c'est 20 mètres. Voilà, la carte est en cours de production. En fait, on souhaite d'abord publier les résultats dans une revue pour faire valider par les pairs avant de diffuser les résultats. Donc, on est en cours de rédaction de l'article qui va être soumis dans les prochaines semaines. Et donc, on espère pouvoir communiquer et puis diffuser surtout les données, puisque c'est quand même l'objectif final, disons, dans l'année, probablement 2e semestre 2021. Et puis, par rapport aux espaces terrestres, c'est ça? C'est uniquement terrestre pour le moment. Il y a une réflexion qui va débuter dans le cadre du groupe de travail UCN pour voir comment ces méthodes et ces réflexions peuvent être appliquées au domaine littoral et marin. Mais donc là, on est vraiment au tout début. Il y a quelques éléments de réponse déjà dans la littérature, mais rien pour le contexte français. Alors, du coup, il y a également quelqu'un qui a demandé à prendre la parole. Donc, c'est Guillaume Leroux, je crois. Le nom ne s'affiche pas en entier. Je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Non, c'était juste une petite remarque pour souligner. Excusez-moi, est-ce que juste vous pouvez vous présenter Oui, pardon. Oui. Le nouveau conservateur de la réserve naturelle nationale du Val d'Allier.
dans le département de l'Allier. C'était juste une remarque pour appuyer aussi un peu justement pour moi l'importance d'intégrer cette notion de naturalité dans l'aspect réglementaire, législatif. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce qu'on a encore, à mon sens, beaucoup de partenaires qui ont encore un peu de mal, je dirais, avec ce concept. Et plusieurs fois, effectivement, on peut avoir des réflexions, notamment de la part de l'État. Globalement, on peut faire un peu schématique. Pourquoi on paye un gestionnaire de réserve naturelle si c'est pour laisser tous les habitats en libre évolution et donc sans aucune intervention? Donc, je pense qu'effectivement, il y a un très gros travail de communication, de sensibilisation à faire auprès de l'ensemble des partenaires. Et je pense que voilà, l'intégration dans ce support réglementaire législatif est quelque chose de vraiment primordial pour vraiment faire reconnaître la nécessité et toute l'importance de cette notion. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Pascal ou Adrien ou Erwan, du coup, par rapport à… C'est clair que c'est un constat que le groupe a mis en évidence au fil de son état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de loi ou de règlement en dehors effectivement des réserves intégrales de parc national, de RBI, qui nous permettent de légitimer et de poser correctement la libre évolution sur des surfaces. Et donc, le groupe va s'attacher à essayer de voir via une étude juridique quelles seraient les possibilités d'une mise en place à l'échelle nationale de ces fondements-là, sachant que c'est très compliqué puisqu'il y a différents codes qui vont devoir être modifiés et pour l'instant, la libre évolution est quelque chose aussi qui fait peur à la société civile puisque c'est le retour du sauvage, c'est le retour du non maîtrisable et je pense qu'il y a aussi une pédagogie à mener avant et en même temps que cette étude juridique. Alors, on va prendre une dernière intervention parce qu'au niveau timing, on va être tout juste. Donc, il faudra faire assez court. Et après, on passera à l'intervention suivante, si tu es d'accord, Flavia. Donc, je vous laisse… Oui, rapidement, parce qu'on est déjà en retard sur du coup, le temps prévu. Du coup, je vous laisse vraiment très rapidement prendre la parole. Eric, du coup. Pardon, oui, bonjour, Éric Fabre, l'association Francis Allais pour la forêt primaire. Je serai obligé de vous quitter à 11h30 parce que j'ai un autre rendez-vous à midi moins le quart. Je vais louper donc Gaëtan Dubus, mais je pense que les docs seront accessibles après. J'avais juste une question sur la carte NAT. Est-ce qu'il y a des correspondances ou des articulations qui ont été faites avec d'autres systèmes de cartographie? Je pense notamment aux études de Sabatini sur les forêts primaires en Europe, voire le travail de Bastin, Garcia et du CIRAD et de Zurich sur les espaces qui seraient encore accessibles à des développements de plantation ou d'implantation de nature, etc., de naturalité nouvelle. Voilà, je voulais savoir s'il y avait des passerelles dans les critères. Merci. Alors, on n'a pas eu l'occasion encore de croiser vraiment les résultats, mais en tout cas, dans les approches, on ne s'est pas basé sur les travaux que vous citez. Pour la simple… Alors, je ne les connais pas bien, mais par contre, je connais le travail de Sabatini et en fait, il reprend les mêmes données qu'on utilise. Donc, on espère produire quelque chose de plus précis que ce travail, puisque l'échelle de Sabatini était européenne quand même. Donc, nous, comme on s'intéresse que à la France, on espère pouvoir avoir quelque chose de plus précis. Merci. Une dernière question qui vient du chat. Du coup, en contexte méditerranéen, on a souvent un lien très fort entre anthropisation plus ou moins récente et biodiversité. Les pelouses sèches en sont un très bon exemple. Donc, comment concilier ces deux concepts, naturalité et biodiversité, qui ici semblent en opposition? Je pense qu'en fait, ça dépend de ce qu'on se pose comme objectif de conservation et ce qu'on souhaite mettre en avant. La naturalité, finalement, c'est un contexte de l'évolution
d'un écosystème, mais ce n'est pas pour autant que d'autres contextes ne sont pas positifs pour la biodiversité. Je pense que c'est un outil d'aide à la décision qui doit justement aussi être mis en regard par rapport aux spécificités régionales et territoriales. Je ne sais pas si Adrien, tu veux compléter. Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment deux facettes différentes et pas tout le temps complémentaires, en tout cas, de la nature. Et ça dépend, et vraiment les objectifs de gestion, est-ce qu'on veut absolument maintenir de la biodiversité ou est-ce qu'on préfère la nature dans sa libre expression? C'est deux choses qui peuvent être effectivement parfois antagonistes et d'un point de vue de représentation et sociale. Et je pense que ça peut poser encore des problèmes plus importants d'un point de vue juridique lorsqu'on est sur des espaces où il y a des espèces protégées et que les objectifs de gestion et des plans de gestion impose finalement le maintien d'une activité anthropique par la fauche, etc., qui vont à l'encontre clairement de la naturalité. Donc là, effectivement, il y a des choses à démêler d'un point de vue aussi juridique pour permettre aux aires protégées, si elles le souhaitent en tout cas, d'afficher un objectif de naturalité qui est parfois antagoniste clairement avec la protection des espèces. Et c'est pour cela d'ailleurs que le groupe de travail UICN parle de trajectoires qui permettent à chacun de choisir un peu ce qui va être appliqué sur la surface concernée. Il y a des moments où la libre évolution ou la naturalité ne s'imposera pas à d'autres choix qui sont des choix de politique de conservation de la nature. Eh bien, merci beaucoup.